Le froid. Le froid, on en parle dans un instant avec notre invité principal, même tout de suite, Yvan Mouton, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous êtes porte-parole d'Action Froid. Décès donc de ce sans-abri à Douai, 29 ans, il avait 29 ans. Apparemment, il avait refusé tout hébergement, ça arrive souvent. Alors, je vais quand même rectifier ce que vous êtes en train de dire. C'est ce qu'a dit le maire de Douai. Mais on n'a pas un décès, visiblement, en France du froid, on en a un deuxième. Un deuxième. C'est-à-dire que j'ai transmis à votre rédaction hier à 20h le fait que dimanche, dans le 12e arrondissement de Paris, place du Colonel Bourgoin, on a un sans-abri qui est décédé. Il avait 50 ans. C'est le seul signalement que l'on a. Donc deuxième décès. Voilà. Et je ne l'invente pas, puisque en fait, c'est sur le compte Facebook d'un adjoint du 12e arrondissement. Hier soir, un SDF a été découvert mort d'hypothermie dans le 12e. Ça veut dire que où cette information est juste, ou cette information est fausse, mais il est quand même de votre devoir de vérifier. Vous avez raison. Vous avez raison, Yvan Mouton. Vous êtes un journaliste intègre, sérieux et sincère, et je le sais. Donc il est important quand même si cette information est vérifiée, qu'on la porte... En plein Paris. En plein Paris. Paris. Qu'on porte cette information à la connaissance et très rapidement du plus grand public. Pourquoi ? Pour que nous puissions réagir. Parce qu'un sans-abri décédé, c'est déjà énorme au début de cette première vague de froid, mais 2 sans-abri, on est peut-être au début d'une hécatombe. Il serait intéressant, me semble-t-il, de vérifier cette information, de savoir si c'est donc vrai, pour que les municipalités puissent évidemment prendre les mesures qui s'imposent. Bon, Yvan Mouton. Je voulais vous dire que... Pendant qu'on y est, j'ai essayé d'avoir des renseignements sur ce sans-abri. On me dit qu'il a 50 ans. J'ai voulu savoir quel était son nom, son prénom. On me dit qu'on ne sait pas. Ça veut dire que, en fait, les gens qui sont chargés de se prendre en charge donc ces sans-abri, de les soigner ou de leur venir en aide, ne connaissent absolument pas ces personnes-là. C'est quand même assez dramatique. Et depuis hier soir, c'est vrai qu'on a essayé de vérifier aussi. On n'arrive pas à savoir et personne... C'est quand même étrange, personne ne veut rien dire. Ça veut dire qu'entre les municipalités, quand effectivement il y a un décès comme ça, il n'y a pas de communication entre vous et ces municipalités. Ouais, ça veut dire que la communication ne fonctionne pas bien. Exactement. Yvan Mouton. C'est un problème de lien, mais c'est très important tout ça, parce que Jean-Jacques Bourdin, tous les deux, on peut s'asseoir au bord du monde comme ça, regarder les gens mourir et ne rien faire. Si on fait rien, c'est toute la société qui dégringole. Donc il est important qu'on soit tous concernés par ce problème, évidemment. Alors, beaucoup de sans-abri. Tout à l'heure, j'avais un témoignage formidable entre 7h30 et 8h, un sans-abri qui était avec nous, Serge, qui est dans les Alpes de Haute-Provence, et qui expliquait, moi je vis dans une caravane pas chauffée, petite caravane, vieille caravane, dans un état épouvantable. Je mange 3-4 jours par semaine, et pas plus. Je vais peut-être là toucher mon RSA, ça met du temps. Il nous disait, mais je ne veux pas aller dans un hébergement d'urgence. Je ne veux pas y aller. Ça arrive souvent. Ça arrive assez souvent, effectivement, parce que dans ces hébergements... Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas y aller ? Parce que ce sont souvent des hébergements qui ne sont pas surveillés, et là, en fait, ils sont victimes de vols, ils peuvent de violence, absolument, exactement. Oui. Et donc ils refusent d'y aller. Il y en a beaucoup comme ça, effectivement. Il faudrait que ces hébergements soient surveillés, il faudrait qu'il y ait aussi un peu plus d'hygiène dans ces hébergements, parce que vous pouvez attraper n'importe quelle maladie. Oui, et vous dites, finalement, les mairies, bien souvent, ouvrent des hébergements pour se donner bonne conscience. Et puis, elles ouvrent, et puis c'est tout. Ce que l'on dit, c'est que le plan grand froid, c'est un écran de fumée. Pourquoi c'est un écran de fumée ? Parce qu'en fait, vous avez différentes phases. Vous avez une première phase très médiatisée où on vous dit, ça y est, on a déclenché le plan grand froid. On l'a déclenché au moment où les températures sont à peu près égales à 0. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait, en fait ? On a simplement ouvert sur Paris un gymnase, quelques hébergements comme ça partiels, et également on a renforcé quelques maraudes. Mais à 0 degré, nous disons qu'en fonction des températures ressenties, entre 5 et 0 degré, on ne vit pas dans la rue, on survit dans la rue. Les organismes petit à petit, progressivement, s'affaiblissent. Voilà. Et quand arrive une grande vague de froid comme aujourd'hui, eh bien c'est l'hécatombe. Alors, Action Froid, parlez-moi d'Action Froid, de l'association. Quel est votre rôle ? Alors, en fait, nous faisons du lien. C'est-à-dire que nous, tous les samedis soirs, systématiquement, depuis exactement 3 ans, nous allons dans Paris avec nos voitures et nous avons transformé nos voitures en épicerie mobile.
On a du café, on a du thé, on a des vêtements chauds, on a des produits d'hygiène et de l'alimentaire. Voilà. Et vous allez distribuer. On distribue et on discute avec les sans-abri. Et vous discutez avec les sans-abri. On fait du lien. Comme ça, on les connaît. On les surveille en permanence. En ce moment, vous êtes très actif, j'imagine, avec ces températures. Quelles sont les personnes que vous rencontrez ? Alors, en fait, ce sont des personnes isolées. Nous allons plutôt vers les personnes isolées. Nous n'allons pas vers les groupes constitués parce qu'ils peuvent vraisemblablement s'en sortir eux-mêmes. Et on rencontre de plus en plus de jeunes. De plus en plus de jeunes qui n'ont pas trouvé d'emploi, ou alors des jeunes qui étaient en couple, qui se sont séparés. Et quand vous vous séparez, par exemple, à Paris, vous gagnez le SMIC, vous ne pouvez pas vous loger. Je vais en parler avec mon ami. Il faut savoir que sur Paris, un quart des sans-abri travaillent. C'est considérable. Voilà. Ce sont ces jeunes-là, parce que souvent quand on pense sans-abri dans l'imaginaire public, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui est sans papier et qui essaie de trouver pitance et refuge dans notre pays. Ce n'est pas ça. Ou alors, ça existe, mais ce n'est pas que ça. Exactement. Ou alors, c'est le traditionnel clochard. Ouais. Sauf que maintenant, la sociologie a changé considérablement. Vous avez 46% des appels pour un hébergement d'urgence au 115, au 115, 46%, ce sont des familles. C'est-à-dire que la moitié des gens qui appellent pour un hébergement d'urgence, ce sont des familles. Est-ce que vous avez croisé des enfants dans la rue ? Dans ce pays. Vous avez croisé des enfants dans la rue ? Oui. Alors, les enfants, il faut savoir que en 2012, vous aviez 3 enfants morts dans la rue. En 2013, on en est à 15. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire exactement ? Voilà. Les enfants sont particulièrement fragilisés parce qu'en fait, les grossesses n'ont pas été surveillées, les naissances n'ont pas été non plus surveillées puisque ce sont des gens qui sont dans la rue et ce sont des enfants qui meurent en moyenne à l'âge de 4 ans. Merci, porte-parole d'Action Froid. Merci Yvan Mouton. Monsieur Bourdin, vérifiez l'information que je vous ai donnée. On va la vérifier, ne vous inquiétez pas. On revient en discuter si c'est possible. Avec grand plaisir.